Un moment que vous attendez tous, c'est notre invité d'honneur et c'est un honneur de vous le présenter de ma part. C'est un homme qui partage, selon moi, les mêmes qualités que le chef d'Option nationale. D'abord, une intelligence qui fait voir à long terme, une confiance qui permet d'être imperméable face à ses détracteurs, une force tranquille qui fait avancer sans dévier et une fierté qui pousse à toujours vouloir le meilleur pour ses concitoyens. Jean-Martin Hossan et Jacques Parizeau partagent aussi une conception du monde élargie, et ce grâce à leurs études à l'étranger, notamment à Londres, dans les meilleures écoles. Ils partagent aussi une volonté inébranlable à faire la souveraineté, je dirais même une impatience à la faire. En invitant M. Parizeau à venir parler aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on boucle un peu la boucle, puisque M. Parizeau était là au tout début du Parti québécois, en 1969, comme il est ici aujourd'hui en tant que témoin enthousiaste de l'essor d'un nouveau parti souverainiste, Option nationale. Notre invité d'honneur a façonné la Révolution tranquille, a mis en place la nationalisation de l'hydroélectricité, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Régie des rentes du Québec et bien d'autres. Autant d'institutions fondatrices du Québec moderne qu'on prend aujourd'hui pour acquises, mais qui ont débuté d'abord et avant tout par des rêves comme ceux d'Option nationale. Mesdames et messieurs, un des ministres des Finances et un des premiers ministres les plus influents du Québec. Je vous demanderai d'accueillir M. Jacques Parizeau. Quelle belle salle! C'est vrai, j'étais au premier congrès du Parti québécois en 1969. Je n'ai pas fait d'assemblée politique depuis quelques années. Et là, je me retrouve devant un autre congrès fondateur. Merci de votre invitation. J'allais dire, en un certain sens, ça me rajeunit. Merci à M. Hossan de m'avoir invité. J'ai pour lui, pour son courage, pour ses convictions, beaucoup d'admiration. Et je lui souhaite la meilleure des chances. Je lui souhaite d'avancer longtemps, aussi rapidement qu'il l'a fait depuis quelque temps. Ce que vous avez réussi à faire, lui et vous tous, en 1 an et demi, est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, mon message, il est en quelque sorte pontifical. C'est celui de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos rêves. N'ayez pas peur des obstacles qu'on va mettre dans votre chemin. C'est l'essentiel de ce que je veux vous dire. Petite parenthèse, comment est-ce que je me situe par rapport au Parti québécois?
puisqu'ici, je suis dans un tout autre décor. J'en suis membre depuis donc 32 ou 33 ans. J'ai été le chef de ce parti-là pendant 8 ans. Je suis membre à vie. Et comme ils me connaissent bien, ma carte de membre à vie, ils l'ont collée sur un morceau de bois. Si bien que je ne peux pas la déchirer. Alors, alors, vous comprenez, je reste au Parti québécois. C'est attaché par toutes les fibres de mon corps. C'est pas parce que des fois je suis assez critique de certaines des choses qui s'y passent que je cesse d'être ce que j'ai été pendant aussi longtemps. Ça étant dit, je vais vous parler de 3 choses, précisément. Première chose, comment on sort de là? Et de là, je veux dire, le cadre canadien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pays du Québec? Puis troisièmement, je veux dire quelques mots de certains des obstacles qu'on nous met dans les pattes depuis longtemps, et en particulier de l'un qui, à l'heure actuelle, a une importance, je pense, tout à fait essentielle. Comment on s'en sort? Je ne veux pas ici faire de commentaires sur votre programme. Il est à vous, ce programme-là. C'est à vous de le faire. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour indiquer aux gens comment ça va se faire et comment on va procéder. On ne peut pas dire aux gens, on va vous faire un pays, on va tous se monter un pays ensemble, puis d'un autre côté, pour tel aspect, on verra. Telle chose, on verra. Comment ça va fonctionner, on ne sait pas. Bon. C'est d'abord du gros travail. Je vais vous en donner quelques exemples, mais la liste est très longue. Tenez. Si on devient un pays indépendant, qu'est-ce qu'on va avoir comme frontière? Et je rejoins votre article 13 de tout à l'heure. C'est pas rien. C'était important d'aller au fond de cette affaire-là. Quelles sont les frontières du Québec? Et qui peut les changer? Vous savez, quand on trouve des gens dans le West Island, comme il y en a eu il y a quelques années, qui demandent le droit de sécession si le Québec devient pays indépendant, on ne peut pas, repousser ça du revers de la main. Il est vrai, sur le plan juridique, que ça n'est pas possible. Et ça a été confirmé à plusieurs reprises. Mais il y a d'autres domaines où on est complètement, à l'heure actuelle, dans les limbes. La frontière, notre part de la baie du Son, les droits sur la mer et sur les îles. Le gouvernement fédéral, en 2006, a déjà partagé les eaux de la baie du Son entre le Nunavut, d'une part, et Makivik. Makivik, c'est une association de droit privé québécois qui représente les Inuits. Le gouvernement du Québec n'est pas signataire de cette entente et elle est considérée dans la loi fédérale comme un traité au sens de la Constitution. Personne n'en a parlé ici. Vous savez, il fut un temps où les études de tous ces problèmes étaient faites et fréquemment, et par les libéraux et par le Parti québécois.
Bélanger-Campeau, 89, 80, puis ensuite la commission parlementaire sur la souveraineté en 91, 92, les études de l'EIR en 95. Pendant des années, on a étudié ces questions-là. Maintenant, c'est le silence. Alors, si quelqu'un veut savoir, comment ça va? On ne sait pas. Si on fusionne les administrations fédérales et de Québec, il va bien falloir faire ça si c'est un pays indépendant. Comment on procède, puis quel résultat ça donne? Jean-Martin Hossan, à l'époque où il y avait au Parti québécois un comité de députés qui examinait ces questions, a préparé un travail tout à fait remarquable sur l'impôt unique. Qu'est-ce qui se passe si on fait une seule déclaration d'impôt? Résultat, 500 millions d'économies. Mais on n'est pas au bout du compte. Parce que fusionner les 5 000 ou 6 000 fonctionnaires au ministère du Revenu, puis les quelques milliers de fonctionnaires du gouvernement fédéral qui travaillent sur les revenus du Québec, il y a tout un travail de préparation. Dans certains cas, ça va être simple, la fusion des administrations. Dans d'autres cas, ça va être compliqué. Puis dans tous les cas, ça représente des économies considérables. Qu'est-ce qu'on fait quand on sera débarrassé de la Cour suprême? On devient indépendant. Il n'y a plus de Cour suprême du Canada. Il n'y a plus de garantie constitutionnelle pour les écoles anglaises. Tout ça est disparu. Quels sont les... Comment on définit alors notre système d'éducation? Est-ce qu'on revient à la loi 101 originale? Elle était dure, la loi 101 originale, pas mal plus que la loi 101 actuelle. La Cour suprême a abattu des pans entiers de ça. Mais nous, une fois qu'on est débarrassé là, des contraintes constitutionnelles actuelles, puis de la Cour suprême, où est-ce qu'on s'en va? À l'égard des anglophones, par exemple. Quel droit on leur reconnaît? Oui, toutes ces choses-là, puis j'en passe, hein. De quoi va avoir l'air de budget d'un gouvernement indépendant quand on va ramasser ensemble tous les revenus et puis toutes les dépenses. Ça, cette question-là, je dois dire, elle est étudiée assez souvent. Même après 1995, on a eu les études Legault là-dessus. Ensuite, plus récemment, Gobeil. Le travail continue dans ce domaine-là. Mais dans presque tous les autres domaines, la réflexion s'est arrêtée. Ça, il va falloir s'y remettre.